tous, à ceux ou celles qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, troisième moment, troisième rencontre de ce salon du livre militant, face à une superbe action que je vous recommande de soutenir, qui va se concrétiser par une traversée du détroit de Gibraltar en septembre prochain, qui est cette revalorisation, cette défense de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a le droit de bouger, on a le droit de circuler, on a le droit de quitter un pays, on a le droit d'en choisir un nouveau, et donc en soutien de tous ceux qui font ce qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire se déplacer pour vivre mieux. Notre espèce a commencé sa longue marche comme cela. Alors le troisième débat a pour thème, on a débattu donc avec Thierry Kuhn de l'appel des solidarités, on a débattu des migrants et des réfugiés, et là on va débattre évidemment de ce qui est au cœur des combats concrets d'Emmaüs et d'autres associations, je pense à ATD Quart Monde, de la pauvreté. Je rappelle que selon le point de vue statistique, il ne suffit pas, un chiffre ne suffit pas à dire la réalité. Il y a dans notre pays 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Alors pour en débattre, deux personnes. D'abord Florence Weber, qui est la coordinatrice scientifique en tant que chercheuse elle-même, je vais l'expliquer, de ce livre d'Emmaüs aux liens qui libèrent, 10 propositions pour lutter contre la pauvreté, avec le slogan toujours d'Emmaüs, on ne se résigne pas, on résiste et le combat continue. Florence, donc ce livre, bien sûr, vous le trouvez là, et là, le stand qui est juste sur le côté, vous trouvez les éditions Rudulm, les presses de l'École normale supérieure, qui est au cœur des travaux et des recherches de Florence elle-même en tant que chercheuse en sciences sociales. Et là-dedans, elle dirige justement une collection de sciences sociales dont vous pouvez retrouver tous les titres. C'est le but de ce qu'on fait cet après-midi, c'est comme une université populaire, échanger les savoirs et utiliser les savoirs comme une arme. Et puis, à côté donc de Florence, Denis Clerc, qui est quelqu'un qui est très important dans l'histoire récente du journalisme, car Denis a fondé et dirigé un journal qui est une référence pour nous tous et qui, avant beaucoup d'autres, avait préempté ce mot « alternative ». C'est le journal Alternative Éco, Alter Éco, alternative économique, qui, face à la vulgate d'une économie au service de ceux qui veulent simplement s'enrichir, profiter, détourner la richesse à leur profit. Vous voyez ce chiffre-là, 0,15 milliards d'euros par an sur ce qu'on appelle la fraude sociale. Mettez-les à côté des 60 milliards d'euros par an de la fraude fiscale. Eh bien, Alter Éco est un journal qui remet les pendules à l'heure, et c'est Denis Clerc qui l'a fondé. Et donc avec Michel Delay, cette fois-ci c'est au petit matin, il a dans ce livre « Réduire la pauvreté », expliqué pourquoi c'est un défi à notre portée. Denis, on est paritaire pour une fois, mais du coup je vais commencer par l'homme, violant les usages de l'élégance peut-être, mais parce que, Denis, je voudrais d'emblée, après on va voir comment justement Emmaüs illustre ça concrètement, explique au fond l'idée de ce livre. On a l'impression de vivre avec une sorte de fatalité en France, alors qu'on est un pays riche, alors qu'on est un pays qui est la 6e puissance économique mondiale, qui est au cœur de la plus grande économie du monde, ce marché européen, et on traîne ce niveau de pauvreté. Non seulement on le traîne, mais on le voit dans nos villes, on le voit sous les yeux, on le croise. Et donc tout le propos de ce livre, c'est de dire c'est possible. Alors, première question, comment c'est possible et pourquoi les politiques ne s'emparent-ils pas de cela? Alors, les politiques s'emparent de la pauvreté quand ça les arrange. Mais quand ça les dérange, ils la fuient et ils essayent de trouver une autre façon de parler.
Ce livre, alors Edoui insiste là-dessus, c'est un livre qui montre que la pauvreté n'est pas une fatalité et qu'on peut, sinon l'éradiquer, du moins la réduire et faire en sorte que lorsque des personnes tombent dans la pauvreté, elles puissent en sortir le plus rapidement possible. Nous, on pense que c'est possible. Mais avant d'expliquer ce paradoxe d'une société riche qui, au fond, se contente de parler des pauvres mais ne fait pas grand-chose pour eux et parfois les enfonce un peu plus, je voudrais insister sur un truc qui n'est pas anodin. Dans la pauvreté monétaire, il y a 3 degrés. Les gens qui sont pauvres, au sens statistique du terme, 9 millions, disait Edoui tout à l'heure. Les gens qui sont assez pauvres ou peut-être plus pauvres que la moyenne et qui, en gros, gagnent moins de 800 € par mois ou qui vivent avec moins de 800 € par mois, et les très pauvres qui vivent avec quelque chose comme 600 € par mois au maximum. Or, quand on regarde les chiffres, durant les 10 ans, en gros, allant de 1996 à ou 1990 à 2002, la pauvreté, toutes les formes de pauvreté, la pauvreté statistique de base, mais aussi l'extrême pauvreté, diminuait. Et ce n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que quand on regarde la période de 2002-2012, alors je pourrais donner des chiffres plus récents, mais c'est facile, 2002-2012, on s'aperçoit que là, il y a eu 1 million, je simplifie, 1 million de pauvres en plus, mais que ce million de pauvres, pour 90% d'entre eux, ils se situaient dans le plus bas des pauvres, c'est-à-dire dans les gens qui doivent vivre avec moins de 600 € par mois, alors que le seuil de pauvreté, c'est moins de 1 000 € par mois. Et donc, il y a là une espèce de drame. On ignore les plus pauvres et on parle des pauvres en général, alors qu'entre 600 €, voire moins par mois, et 1 000 € par mois, il y a quand même beaucoup de marge. C'est la différence entre la misère et la pauvreté. Et ce qui me frappe, c'est qu'on ne se soucie pas des gens qui sont dans la misère, en grande difficulté, comme on dit, dans la meilleure... Lorsqu'on veut faire quelque chose qui passe bien dans la société, on annonce qu'on a réduit le nombre de pauvres. Sauf que c'est bien plus facile de réduire le nombre de pauvres quand on s'adresse aux pauvres qui sont à 950 € par mois. Là, il suffit de trouver le truc pour les faire passer à 1 000 € et ils sont plus pauvres statistiquement. Alors que si on s'adresse aux gens qui sont très pauvres, qui gagnent, mettons, l'équivalent du RSA, c'est-à-dire 500 € par mois, ceux-là, eh bien, il faudrait doubler leur niveau de vie pour qu'ils passent au-dessus du seuil. Résultat, on ne s'en occupe pas. Ceux-là, c'est... Alors, et dans la population, il y a une espèce de refrain qui est s'ils sont très pauvres, c'est un peu de leur faute, ou c'est beaucoup de leur faute. Ils sont feignants, ils ne sont pas au niveau, ou ils vivent aux dépens de nous. Et ce discours-là, le discours sur l'assistance, est en train de prendre depuis maintenant une petite dizaine d'années un poids absolument incroyable dans une société qui globalement est riche et qui pourrait très bien... Si vous voulez, il y a la conjonction, puis je vais terminer là-dessus, de 2 phénomènes. Un premier phénomène qui est plutôt le propre des politiques publiques et un deuxième phénomène qui est plutôt le propre de l'opinion. Alors je vais commencer par les politiques publiques. Les politiques publiques, on s'est aperçu que ça coûtait de l'argent et que mieux valait ne pas trop s'occuper des personnes en situation de pauvreté. Alors, du coup... on augmente le RSA le moins possible, etc. On va même jusqu'à, je pense que vous êtes au courant, lorsque une famille est au RSA et qu'elle perçoit les allocations familiales, on réduit le RSA qu'on lui verse du montant des allocations familiales. Et
personne ne le sait parmi les gens qui n'ont pas vécu ça, enfin, ou très peu de gens le savent. Ça veut dire qu'une famille qui a 3 enfants et qui a droit, par exemple, à 150 € par mois d'allocation familiale, eh bien, au lieu de recevoir son RSA, recevra 150 € de moins que le RSA. Et au moment où on a décidé cela, eh bien, il y avait des familles qui défilaient dans la rue, mais pas les familles pauvres. Des familles auxquelles on avait dit « Désormais, vous toucherez moins d'allocation familiale parce que vous gagnez plus de 6 500 € par mois ». On a donc vu des manifestations, c'était il y a 3 ans, hein, des manifestations de familles aisées, très aisées, voire on peut dire le chiffre, le mot riche, se plaindre de ce qu'on réduisait leurs allocations familiales, soit de moitié, soit de 3/4, alors qu'ils gagnaient 6 500 € ou plus. Mais on n'a personne entendu dénoncer le fait qu'on prive d'allocation familiale les gens qui sont au RSA et qui ont des enfants à charge. Bon, alors ça, l'opinion publique ne se rend pas compte à quel point la pauvreté est un boulet de plomb qui enfonce les gens et qui parfois va jusqu'à les noyer. Juste une question avant de passer la parole à Florence. À la fin du livre, tu dis c'est à notre portée de réduire la pauvreté, mais ce sera de longue haleine. Oui. Est-ce que tu peux dire concrètement ce que ça signifie? Ce sera de longue durée. Longue haleine, ça veut dire que l'opinion publique n'est pas aujourd'hui majoritairement favorable à des dispositions de lutte contre la pauvreté. Par exemple, alors il y a des choses que le nouveau président de la République a annoncées qui me paraissent aller dans le bon sens, comme par exemple la réduction de moitié de la taille des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Ça va permettre enfin de répondre à un accompagnement plus personnalisé, plus suivi des élèves et notamment Mais par contre, il y a des choses qui ne se font pas. L'ancien président de la République avait annoncé qu'il y aurait vis-à-vis de la petite enfance un effort majeur qui serait fait pour accueillir les petits de 2 ans à l'âge où ils rentrent en maternelle, c'est-à-dire maintenant 3 ans, enfin les petits de 1 an à 3 ans, les accueillir davantage qu'ils ne le sont, eh bien on a fait à peine la moitié de l'effort qui avait été prévu. Et donc on voit bien qu'il paraît plus important de stimuler les start-up, parce que ça c'est bon signe, c'est très positif, que de s'intéresser au sort des personnes qui sont en grande difficulté et à leurs enfants qui n'y sont pour rien, même si on peut accuser les parents, et c'est généralement faux, d'avoir manqué de courage, etc. Les enfants, ils sont absolument pour rien. Et ce sont eux les premières victimes. Et ils vont devenir, une fois qu'ils auront grandi, de nouveaux pauvres, exactement comme leurs parents. Et c'est ça dont on se soucie peu aujourd'hui en France. Alors, Florence Weber, comme je le rappelais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, a coordonné, la coordinatrice scientifique de ce manifeste très concret d'Emmaüs, les 10 propositions pour lutter contre la pauvreté. Alors, quand on était avec Thierry Kuhn, on rappelait que, tout à l'heure, comment, vous savez, le mot radicalité, quand on ne se paye pas de mots et qu'on ne cherche pas à se faire plaisir pour vitupérer, c'est simplement prendre les problèmes à la racine. Et on disait qu'il faudrait cette radicalité positive, concrète. Je dis ça parce que dans ces 10 propositions, pour que vous ayez la musique quand même, je voudrais souligner, parce que j'ai déjà rappelé tout à l'heure, ça reste maintenant, je le cite dans pratiquement toutes mes conférences, la proposition numéro 2, c'est réduire les plus hauts revenus. C'est-à-dire, c'est l'idée du partage. C'est l'idée qu'on ne pourra pas s'attaquer à tout cela si ceux qui gagnent beaucoup trop par rapport à leurs besoins n'acceptent pas de gagner moins. Et qu'il n'y ait pas ce détournement de la richesse collective. Et là, il y a une phrase que vous avez exhumée, que je trouve formidable, qui est une phrase de Gandhi, et qui est vraiment... Parce qu'elle dit les choses, et qui est « Il faut que chacun apprenne à vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre ». Et je la répéterai jusqu'à mon dernier souffle, grâce à vous, parce que je ne la connaissais pas. Alors, est-ce que, Florence, pourriez raconter un peu d'abord votre itinéraire de chercheuse qui rencontre ce travail collectif, militant, comment vous y avez participé et voilà, et nous dire comment on aboutit à ces 10 propositions qui sont un vrai programme, j'allais dire, de gouvernement.
Merci. Donc moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant sur une région rurale industrielle dans laquelle se trouvait donc à Montbard en Bourgogne une usine sidérurgique qui n'allait pas très bien, mais qui n'allait pas non plus encore très mal. Et j'ai découvert, en vivant dans cette ville avec les ouvriers de l'usine, qu'ils vivaient en dehors de l'usine et que la richesse de cette vie en dehors de l'usine était à la fois une richesse matérielle, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'occupations productives en dehors de l'usine, et une richesse sociale, puisque bien loin d'être enfermés dans leur petite famille et leur atelier, ils avaient des solidarités et des échanges et des relations à l'échelle du quartier, à l'échelle des copains, à l'échelle de toutes les activités de loisirs, plutôt masculines. Je travaillais à l'époque sur les ouvriers masculins, mais avec aussi parfois des tensions à l'intérieur des familles et une société qui fonctionnait au fond avec un accommodement avec l'exploitation du travail. Il ne faut pas du tout penser que cette société que nous avons quittée, qui était la société de la grande industrie, était une société simple et facile à vivre. Mais c'était une société où il y avait des moyens de s'arranger quand on était les ouvriers de base. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur les personnes âgées dépendantes, puisque ce qui m'intéressait, c'était comment vivent les gens en dehors des économies officielles. Donc comment est-ce qu'ils vivent les échanges dans la famille, comment est-ce qu'ils vivent quand quelqu'un va très mal dans leur famille. Donc on a travaillé sur les personnes Alzheimer, mais aussi sur d'autres handicapés, et comment s'articule dans ces situations de crise personnelle, comment s'articule la solidarité publique et les solidarités privées, les solidarités domestiques. D'abord en rappelant que tout le monde, la première inégalité, c'est que tout le monde ne dispose pas d'une famille solidaire et que parmi les gens qui vont mal, ceux qui vont mal avec un entourage familial sont dans une situation très différente de ceux qui vont mal tout seuls. Donc ça, c'était une des premiers résultats. Et je suis contente qu'on ait commencé avec les allocations familiales, parce que vraiment le cœur de mes recherches, c'est comment s'articulent des relations familiales qui peuvent être solidaires ou destructrices. Il ne faut pas du tout non plus croire que la famille, c'est forcément bien. Les conflits familiaux, les mépris, les soupçons familiaux, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans la société en général, et pas seulement chez les pauvres, mais aussi chez les pauvres. Et donc, comment s'articulent ces solidarités ou ces relations familiales et la solidarité publique? Et là, j'arrive à la question tout de suite, pour aller vite, de l'échelle de la solidarité publique. La question, c'est comment on refait de la solidarité en dehors des solidarités familiales, soit parce que ces solidarités familiales existent mais n'ont pas les moyens de vivre correctement, soit parce qu'elles n'existent pas. Donc, à quel niveau, comment on se situe, à quelle est la bonne échelle pour qu'il y ait de la solidarité collective, sachant que cette solidarité collective, sa caractéristique, c'est quand même qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut faire accepter à une population donnée qu'elle va payer des impôts ou qu'elle va payer des charges, et qu'elle ne saura pas à qui elle donne. Elle va simplement accepter de donner à un organisme en qui à la fois elle a confiance que cet organisme ne va pas simplement se sucrer sur l'argent de nos impôts, mais aussi elle accepte l'idée que cette solidarité, elle est la nôtre. Donc la question du nous, qu'est-ce que c'est que ce nous? Est-ce que c'est un nous territorial? Est-ce que c'est un nous professionnel? Est-ce que c'est un nous national? Est-ce que c'est un nous planétaire? Donc c'est ça la question de la sociologie la plus importante aujourd'hui, je crois. Alors, et comment s'est fait la rencontre avec Emmaüs pour ce livre? Vous connaissiez déjà, mais comment vous avez travaillé? Comment s'est faite cette élaboration-là? Voilà. Alors, donc j'ai été contactée par Emmaüs pour le rapport, et j'ai dit, écoutez, c'est vrai que je n'ai jamais fait ça. Je suis une chercheure très académique qui travaille dans les revues scientifiques. Mais académique veut dire de terrain aussi, hein, c'est pas au-dessus. Oui, donc je travaille avec les gens ordinaires, mais habituellement je publie plutôt pour les scientifiques, même si j'ai fait beaucoup de manuels et je m'intéresse beaucoup à transmettre la sociologie. Et donc là, j'ai décidé d'y aller parce que j'étais extrêmement en colère et que j'ai rencontré chez Emmaüs, au fond, la même colère. Et cette colère, c'était de voir des choses
qui s'effondraient, des choses qui allaient extrêmement mal, et une société qui ne voulait pas voir ce qui n'allait pas. Et donc, au fond, c'est cette colère devant le déni généralisé des difficultés économiques des plus pauvres, à différentes échelles, qui a fait la rencontre. Et puis ensuite, voilà, j'ai travaillé avec des personnes qui sont dans la salle et qui ont tenu le projet à bout de bras. Et on a échangé jusqu'à arriver à ce livre. Et j'étais aussi soutenue par une historienne, Axelle Brodier, qui n'est pas là aujourd'hui, que j'avais rencontrée dans la revue d'histoire de la protection sociale et avec qui j'avais partagé la même colère devant l'effritement de quelque chose qui s'était construit au fil de plus d'un siècle de conquêtes ouvrières et de catholicisme social, pour appeler les choses par leur nom, et qui aujourd'hui s'effondrait sans que personne ne crie au secours, refaisons quelque chose. Alors, Florence vient me passer le témoin parce que je réfléchissais justement à une question autour de ça, c'est-à-dire on sort de cette longue séquence électorale, hein, primaire de droite, primaire écologique, primaire socialiste, présidentielle, législative, et dont dans son chamboule-tout, ou son dégagisme, comme disent certains, certains parlent de société civile, d'autres parlent de peuple, mais justement, les mots que vous venez d'employer, mouvement ouvrier, mouvement social, les éditions de l'Atelier, ancienne édition ouvrière, sont là, et j'ai publié récemment tout un hommage, Voyage en terre d'espoir, à ce mouvement ouvrier et ce mouvement social, comme si on bazardait un peu le passé. Et ma question, c'est comme plutôt une réflexion sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez, c'est-à-dire, vous avez parlé de comment, et y compris les médias, ont une grande responsabilité dans l'invisibilité de tout ce dont on parle. Mais cette invisibilité, elle a un prix aussi, qui est le prix électoral, le prix civique. C'est que tout d'un coup, on se rend compte que le peuple se met en grève, que le peuple ne vote pas, que le peuple est absent, puisqu'on a atteint des taux d'abstention immenses. Et donc, ma question est double. C'est-à-dire, comment vous réagissez à ce sentiment où non seulement il y a, alors qu'il y a une réalité sociale qui est toujours là, et elle témoigne d'une histoire ouvrière, sociale, dans sa diversité, qui est là, et il y a un sentiment, allez, balayez-moi tout ça, et en même temps, comme une sorte d'invisibilité politique de tout cela. Qui veut commencer? Denis et Florence. C'est vrai ce que tu dis, Edoui, mais je pense qu'il ne faut pas en rester à ce constat. Il faut effectivement essayer de réfléchir aux raisons pour lesquelles une partie de la population est en quelque sorte soit ignorée, soit elle se met hors jeu parce qu'elle ne se sent plus partie prenante dans la société telle qu'elle fonctionne. Et une partie de la réponse réside dans les transformations de la société elle-même. Moi, ce qui me frappe, c'est mon côté économiste. Un économiste, une sociologue, et c'est normal qu'il y ait des regards un peu différents. Oui, ce qui me frappe, c'est si on regarde entre 2008 et 2014, l'évolution du nombre total d'emplois en France, on a perdu 200 000 emplois. Mais quand on regarde catégorie socio-professionnelle par catégorie socio-professionnelle, on s'aperçoit qu'on a gagné 800 000 emplois chez les cadres ou chez les professions intermédiaires et qu'on a perdu 1 million d'emplois chez les ouvriers et les employés. Et le million d'emplois qui a été perdu chez les ouvriers, chez les employés, en combien d'années ils ne le retrouveront pas. Ils ne le retrouveront pas. Enfin, certains le retrouveront parce que être vendeuse, femme de chambre, femme de ménage, etc. Mais ce sont des boulots qui sont des boulots déclassés, des boulots mal payés. Donc, une partie des gens retrouveront du boulot. Ont retrouvé ou retrouveront du boulot, mais en ayant perdu beaucoup quand même. Et puis, une autre partie vont rien retrouver. Je pense toujours, quand je dis ça, ce que j'appelle le syndrome Moulinex. Vous vous souvenez peut-être de cette société qui fabriquait, donc qui avait 8 usines et qui est tombée en faillite, en partie parce que le patron de cette société avait 92 ans et ne voulait pas lâcher la barre et il n'avait rien fait pour moderniser son usine.
les usines ont été rachetées, sauf 3. Et parmi elles, elles ont été rachetées par le groupe SEB. Et parmi les entreprises, les usines qui n'ont pas été rachetées, il y avait l'usine de Falaise. Falaise, donc dans le Calvados. Et il y a 800 femmes qui travaillaient dans cette usine. Sur ces 800 femmes qui travaillaient dans cette usine, aucune n'avait moins de 20 ans de métier. Elles avaient 2 types de métiers. Les unes vissaient dans les fers à repasser la semelle antidérapante et les autres faisaient de l'emballage. Ce sont 2 métiers qui ont complètement disparu. Résultat, sur les 650 femmes qui restent inscrites à Pôle emploi actuellement, sur les 800 de départ, il y en a 650 qui sont toujours à Pôle emploi ou en recherche d'emploi. La quasi-totalité d'entre elles ne retrouveront jamais de boulot. Et c'est ça l'invisibilité, c'est que nous ne nous rendons pas compte à quel point la crise, mais l'évolution de la société plus globalement, a marginalisé une partie de la population, l'a paupérisée et l'a rendue invisible à nos yeux extérieurs, mais en même temps, c'est une source de détresse et de colère considérable dont on a subi le prix durant cette période électorale. Florence, puis après on verra s'il y a des questions. Alors moi, je voudrais revenir sur les chiffres que tu viens de donner. Un grand nombre d'emplois créés, d'emplois de cadres, et la disparition des emplois ouvriers. Derrière cette situation, d'abord, il y a des choix politiques qui sont le choix de ne pas s'inquiéter des emplois industriels, c'est-à-dire d'accepter que la France soit désindustrialisée. C'est un choix qui n'était pas inéluctable. L'Allemagne a fait un autre choix. La France a fait ce choix depuis les années 70 et n'est jamais revenue dessus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'emplois ouvriers? Ça veut dire aussi que nous méprisons collectivement le travail manuel, que nous méprisons collectivement ce qui fait que la société fonctionne matériellement. Il y a un certain nombre de gens dont le travail est de faire tourner des choses qui existent, des bâtiments, des lieux, des hôpitaux, des institutions. Et ces personnes-là s'épuisent parce qu'on leur demande de plus en plus de travail, elles ont de moins en moins de collègues, et aussi parce que le choix que nous avons fait, c'était de refuser de créer de la richesse autre que de la richesse autour des cadres, c'est-à-dire, il faut le dire les choses clairement, la France est la championne du monde dans le secteur assurance-banque. Je ne suis pas sûre qu'être la championne du monde dans le secteur assurance-banque, ça rende ni les guichetiers de banque très heureux, ni les gens qui savent ce que c'est que travailler matériellement l'univers dans lequel nous vivons pour qu'il ne s'effondre pas, ça les rend pas très heureux non plus. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas une invisibilité sociale, qui est une invisibilité politique. Nous avons fait des choix politiques, nous ne voulons pas revenir dessus, et donc nous fermons les yeux quand un certain nombre de choses s'effondrent, quand les infirmières expliquent qu'elles n'en peuvent plus, ça fait la une pendant 3 jours, et puis après on oublie. On ne va pas redire il faut plus d'infirmières à l'hôpital. Il y a un certain nombre de métiers comme ça qui sont des métiers extrêmement nobles, dont tout le monde sent que ce sont des métiers nobles, y compris faire en sorte que les bâtiments ne s'effondrent pas et que les routes tiennent bon. Et ces métiers nobles, on ne s'y intéresse pas, ce sont des métiers manuels, on ne forme pas pour ça, et on ne regarde que ce qui va pouvoir apporter de l'argent sans trop réfléchir sur comment ça en rapporte. Denis, une réaction là-dessus? Oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la désindustrialisation, qui est une réalité majeure. Je crois que Florence, là-dessus, a complètement raison. Mais ce qui me paraît important, c'est effectivement que c'est dans des lieux très... Comment dire la société française est de plus en plus une société en tâche de léopard. Il y a des endroits où ça va bien, où le taux de chômage est faible, où l'emploi se porte relativement bien.
Et il y a des endroits où tout disparaît progressivement et où les gens se sentent, à juste titre, abandonnés par la société. Et derrière donc la description que tu nous fais de la désindustrialisation, il y a cette réalité. La désindustrialisation, bon, j'ai vécu par exemple deux choses qui me paraissent importantes. La désindustrialisation du textile des vallées vosgiennes. Eh bien, c'est pas seulement les emplois industriels qui ont disparu, c'est aussi les emplois de commerçants, de garagistes, les emplois de boutiques différentes, y compris des emplois de banque qui ont disparu. C'est des endroits, les vallées vosgiennes, anciennement textiles, sont devenus progressivement, sinon des déserts, du moins des endroits où que tous les jeunes fuient. Et puis, même chose, mais alors à une échelle beaucoup plus importante, dans la région de Belfort-Montbéliard, Sochaux, où à peu près 10 000 salariés ont été mis à la porte par Peugeot au moment de la crise. À peu près 2 000 ont été réembauchés depuis. Et dans les 2 000, et je pense que ce n'est pas un hasard, il n'y avait pratiquement aucun des anciens ouvriers de Peugeot. C'est-à-dire que les anciens ouvriers de Peugeot, Peugeot a estimé qu'ils n'étaient plus aptes à s'occuper d'une usine qui, entre-temps, s'était beaucoup automatisée, etc. Et donc, on recrute désormais des jeunes ou des moins jeunes, mais à condition qu'ils aient des diplômes, de l'expérience, etc., que beaucoup d'ouvriers de l'industrie automobile dans les années, fin des années 90, début des années 2000, n'avaient pas les compétences pour remplir. Le résultat, c'est que à Sochaux et dans le bassin d'emploi Belfort-Montbéliard, eh bien, il y a des drames humains quotidiens qui se produisent. Et donc, derrière la désindustrialisation, il y a bien plus que cela. Il y a le fait que des pans entiers de notre société abandonnent ou sont abandonnés dans la société. Alors, avant de voir s'il y a des questions, juste une dernière question, Florence. La proposition numéro 1 du combat continu, c'est convoquer les assises de la protection sociale et de la solidarité. Alors, est-ce que cette convocation est en train de voir le jour? J'ai entendu tout à l'heure Thierry Kuhn annoncer que Nicolas Hulot disait qu'il y aurait un haut commissaire à la solidarité, là, un haut commissariat qui va être créé. C'était une annonce tout à l'heure, si j'ai bien compris, du ministre. Est-ce que, voilà, ces assises pour mutualiser toutes les expériences, tous les savoirs, toutes les solutions, toutes les propositions, avoir une sorte de démocratie délibérative pour avancer. Est-ce qu'il y a une piste concrète d'après vos informations ? Alors, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que ce qui serait important dans ces assises, c'est qu'aujourd'hui, la protection sociale est devenue une affaire de spécialistes. C'est devenu quelque chose d'extraordinairement technique et compliqué. On a travaillé depuis 50 ans avec des couches et des couches supplémentaires de droits sociaux, au point que, d'une part, plus personne n'y comprend rien, même parmi certaines des personnes chargées de le faire appliquer, mais aussi, on est arrivé à une situation qui me semble très grave, où s'opposent, au fond, des gens qui disposent de multiples protections, sociale, économique, familiale, et qui continuent à avoir peur et donc qui continuent avec des assurances, etc. Et des gens qui sont zéro protégés, qui ne disposent de rien. Et moi, ma proposition, ce serait de remettre à plat, non, justement de sortir de la technicité de ces politiques sociales pour arriver à voir comment on pourrait, en mettant les choses sur la table, refaire quelque chose qui est un peu l'allure et le souffle des grands moments de construction du modèle social français, 1905, 1945, voilà. Pour cela, il faut en sortir avec l'idée qu'il y a des experts qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, et revenir au fond avec cette vieille idée qu'il y a aussi une humanité concrète qui est parfois la meilleure experte de sa propre vie. Alors, ce qu'il y a de clair, c'est qu'un certain nombre de gens voient très bien les problèmes et ont une idée des solutions et que personne ne les écoute. Donc ça, c'est un des grands drames, je pense, de cette invisibilité. C'est qu'il y a des gens qui savent énormément de choses sur des pans de la société inconnus et que c'est cette richesse-là qu'on pourrait faire sortir. Et qui n'est pas dans des tableaux Excel et dans des statistiques. Voilà. Qui pourrait y être si on se débrouillait mieux. Oui, on peut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des envies de prolonger? Oui, allez-y.
Alors, mettez le micro assez près pour que la sono, voilà, et l'enregistrement, voilà, assez près de la bouche, voilà. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de la misère. Moi, je veux bien la misère. Nous vivons dans une région où on gagne environ 1300 €. Quelle région? Quelle région? Dans les Landes, 1300 €. On a souffert du départ des usines. Il y a eu 1500, 2000 personnes sur un carreau. Et quand on parle de chose, ils ne trouvent pas de travail, quoi. Bon, on revient sur les personnes aidées. Effectivement, nous logeons une personne aidée, avec RSA, avec APL, 3 enfants. Vous savez déjà combien elle gagne. Alors vous croyez que cette personne va retrouver du travail? Elle n'en cherche pas. En plus de ça, est-ce que vous savez qu'ils avaient 4 chiens? On les aide pour nourrir les chiens. Est-ce que vous le saviez, ça? Et non content de ça, ils vous laissent la maison dans un état lamentable. Voilà le constat que l'on fait. Je trouve, moi, qu'on leur en donne trop. Vous voyez? Parce que 500 € de RSA, 500 € d'APL, et 3 enfants, les allocations, comptez combien ça fait. Alors, question cash, là aussi, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des pauvres, entre guillemets, qui profitent et qui n'ont pas le sens de la responsabilité qu'exige de leur côté la solidarité dont ils bénéficient? Question délicate, question vécue, question concrète. Alors, une famille, oui. Vous avez parlé d'une famille, donc une femme, 3 enfants, et donc locataire et qui gagne l'APL. Le montant du RSA pour cette famille, c'est 900 € au total. 450 pour la maman, 450 pour les 3 enfants. 900 €. Si, c'est 30%, le RSA hors forfait logement, et quand on a droit à l'allocation logement, on retire le forfait logement du RSA. Le RSA hors forfait logement, aujourd'hui, c'est 460 €. Vous prenez 30% de 460, ça vous fait en gros 150 €. 3 enfants, ça fait 450, on est à 900 €. Il n'y a pas les APL sont réduits du fait du forfait logement, et il n'y a pas d'allocation familiale. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Cette famille doit vivre avec, y compris en payant son loyer, aux alentours de 1050 € par mois pour 4 personnes. Je voudrais savoir qui peut penser que c'est trop et qu'à 1100 € par mois pour 4 personnes, y compris le loyer, on peut vivre. Je suis sûr, cher monsieur, que vous ne pourriez pas, avec 3 personnes à charge et locataires, vous ne pourriez pas avec 1100 €. La réalité, c'est que la misère commence dans notre pays, en particulier dans les villes, parce qu'il faut tout payer et que les loyers sont élevés, etc., etc., et qu'aujourd'hui, les aides sociales destinées aux personnes en grande difficulté sont des aides qui sont calculées ric-rac. Très franchement, moi, je me suis souvent demandé, je fais une parenthèse personnelle, depuis quelques années, je travaille dans un organisme de réinsertion sociale qui s'appelle la FNARS, je ne sais pas si vous connaissez, donc voilà. Et donc je suis chargé à la FNARS des structures d'insertion par l'activité économique, les ateliers et chantiers d'insertion. Très franchement, les gens qu'on rencontre, et c'est vrai à Emmaüs aussi, avec les compagnons, etc., ils vous disent tous que vivre tout seul déjà avec 500 €, c'est à peu près impossible. Mais en tout cas, c'est très difficile. Si vous avez 3 autres personnes à charge, ça devient carrément impossible. Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Ou alors, vous privez vos enfants du minimum nécessaire et la génération après, eh bien, ils seront en situation de pauvreté eux aussi. Florence Weber. Oui, moi je voudrais répondre un peu différemment. Le SMIC aujourd'hui en France et les prestations sociales sont les mêmes sur tout le territoire national. Quand on vit à Paris avec le SMIC ou les prestations sociales, on est absolument dans une situation, on ne peut pas. Bon. Quand on vit à la campagne et que cette campagne est effondrée,
on peut se trouver à avoir plus de revenus que des gens qui n'ont pas d'emploi ou qui ont un emploi qui ne leur rapporte rien. Donc je pense qu'il faut arrêter d'avoir la vue surplombante, il faut regarder comment les choses se passent. Votre question me fait penser à une amie que j'avais qui était propriétaire d'un tout petit studio dans l'île Saint-Louis qu'elle avait acheté avec ses revenus. Au cœur de Paris. Au cœur de Paris, dans un endroit extrêmement cher qu'elle avait acheté alors qu'elle était extrêmement pauvre, en se disant que ça serait une assurance pour ses vieux jours un peu à l'ancienne. Et elle avait une locataire dans ce tout petit appartement qui était indélicate, on va dire, et qui ne payait pas son loyer. Elle est allée au tribunal. Et au tribunal, elle était propriétaire, donc elle avait tort. Donc ça fait partie des choses qui me semblent extrêmement graves. Les gens ont des lunettes sur les yeux qui leur font croire qu'un propriétaire pauvre, c'est toujours un propriétaire. Qu'une région qui s'effondre et où on peut déjeuner pour 1 euro. Moi, je connais des régions dans le sud-ouest où on peut avoir un déjeuner complet dans un petit café pour 1 euro. Ça veut dire que les gens sont tellement pauvres que si on met le repas plus que ça, il n'y aura pas de clients. Donc on arrête de croire que que les situations sont les mêmes, que le territoire est uniforme, et on arrête de croire que les catégories que nous avons dans l'esprit, qui viennent de notre histoire, sont encore valables. On regarde ce qui se passe, on se demande ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on donnera tort à la personne dont vous parlez, mais ça veut dire qu'on regarde sérieusement les situations. Une autre question. Oui, ma question est un petit peu en marge du débat, là. Elle est relative à une affirmation de Madame Weber de tout à l'heure. Vous avez dit que dans les années 1970, la France, les gouvernements français, ont abandonné l'industrie en quelque sorte. Moi, ma version, c'est pas tout à fait celle-là. Dans les années 70, à mon sens, il y a eu des erreurs de stratégie industrielle. Et la France, les gouvernements successifs ont choisi des positionnements industriels qui n'étaient pas les bons, à la différence de l'Allemagne. L'Allemagne a choisi le très technique, le très sophistiqué, le haut de gamme. Et nous, en France, on a choisi des secteurs souvent du bas de gamme, voire du milieu de gamme, mais qui, avec les coûts actuels, notamment de main-d'œuvre, ne sont plus concurrentiels par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le reste du monde. À mon sens, il y a eu des erreurs de stratégie industrielle des différents gouvernements. Réponse, Florence? Je vous remercie, je suis d'accord. On pourrait juste voir que dans les années 2000, il y a eu des choix de haute technologie, mais qui n'ont pas réussi non plus. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie de ce que je voulais dire sur les industriels. Alors, on va arrêter parce qu'il y a un autre débat à 14h et il faut juste grignoter un petit peu dans ce marathon des débats. Allez. Ça, c'est Auch qui est très présent. Emmaüs, Auch est présent à chaque débat. Bravo. Merci. Moi, je voulais parler un petit peu des retraités. Moi, je suis algérien d'origine. Le micro près de la bouche. Voilà, je suis d'origine algérienne et j'ai vu les personnes... en parenthèse, excusez-moi, de souche français qui touchent aujourd'hui 700 €. Ils habitent à 20 ou 30 km de la ville d'Auch. Ils n'ont rien à manger, ils sont fiers, ils ne connaissent pas les restos du cœur, ils ne connaissent pas le secours catholique, ils ne connaissent pas Emmaüs. Ils sont fiers de ne pas venir, mais ils sont en train de crever. Je ne sais pas si on a pensé à ça ou pas. Merci François Hollande. Alors, le merci François Hollande est une transition avec le débat de 14h, puisque à 14h, là, je ne serai plus en animateur, puisque je serai questionné sur le bilan que nous avons fait de la présidence Hollande dans le travail collectif de Mediapart, et avec Elisa Lewis qui, elle, a réfléchi à comment on peut transformer la démocratie dans un livre qui s'appelle « Le coup d'État citoyen ». Entre-temps, les auteurs sont là, donc ne vous privez pas, ce sont des livres militants, des savoirs au service de l'action avec Denis et Florence. Donc vous pouvez vous fournir ces livres et d'autres ici au salon. Profitez-en et à tout de suite dans un quart d'heure.